C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour Hebdo Santé sur Média. Dans ce numéro, nous parlons de l'hygiène et de son impact sur la santé. Comment le manque d'hygiène à tous les niveaux peut être préjudiciable à notre santé? Des réponses à cette épineuse question, mais également des conseils avec des experts de la question qui sont avec nous sur ce plateau. Docteur Yapi Elele Aimé Marus, bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes chercheur, spécialiste en environnement, santé et développement au service d'hygiène générale de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est bien ça, docteur? C'est ça, effectivement. Également avec nous, madame Armstrong Hélène Françoise, bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Le Bien-être de la Ville, qui a pour priorité la protection et la préservation de l'environnement. Tout à fait. Alors, il faut souligner que vous êtes titulaire d'un diplôme technique supérieur en santé. Oui, c'est ça. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et parler donc de ce sujet crucial qu'est l'environnement. On va, pour commencer, définir l'hygiène. C'est quoi, docteur Yapi? Merci, monsieur Stache. C'est nous qui vous remercions d'abord pour l'invitation. Alors, l'hygiène, on va dire simplement que c'est toutes les bonnes pratiques qui nous empêchent d'avoir des infections et de tomber malade, d'avoir des maladies. Donc, tout ce qui sera nettoyage, désinfection, bonne conservation sera défini comme étant les éléments de l'hygiène. D'accord. Et c'est un rapport avec tous les aspects de la vie, j'allais dire. Oui, l'hygiène est dans tous les aspects de la vie, puisque l'hygiène est à titre préventif. Dans l'étymologie même de l'hygiène, il y a le mot hygie, qui est la déesse de la mythologie grecque, qui représentait tout ce qui était santé et propreté. À côté d'elle, il y avait sa sœur Panacée, qui était tout ce qui est curatif. Donc, hygie va donner naissance à l'hygiène, c'est-à-dire tout ce qui est problématique de propreté, de santé, de prévention, pour ne pas que nous soyons malades. Alors, donc, c'est un maître mot, mais on va retrouver plusieurs types d'hygiène. Effectivement. D'accord. Donc, dans l'hygiène, on aura l'hygiène alimentaire, pour tout ce qui est aliments, l'hygiène de l'habitat, là où nous dormons. On va trouver l'hygiène environnementale, tout ce qui est autour de nous, l'environnement, l'eau, tout ça. On va trouver l'hygiène vestimentaire, ce que nous portons, l'hygiène corporelle, l'hygiène mentale, l'hygiène bucco-dentaire. Tous ces types d'hygiène-là, pour dire que l'hygiène va renfermer donc tout ce qui est chaque élément de la vie. Voilà. Malheureusement, cette hygiène est souvent mise en mal dans notre société. Alors, je m'avais déjà vous demander, madame Armstrong, selon vous, quels sont les véritables problèmes que pose l'hygiène dans notre société? Nous pouvons dire que le premier problème est un problème socio-culturel. Il est très capital parce qu'avant de comprendre le problème d'insalubrité ou de manque d'hygiène dans un milieu, il faut bien comprendre à qui on a affaire. Quelles sont ces personnes qui produisent, qui provoquent le manque du respect de l'hygiène. Et quand on fait une étude, selon l'étude d'impact environnemental et social, on a constaté que lors des diagnostics, il y a une tranche de la population qui a pour habitude de vivre tout à fait normalement, voilà, dans cet environnement-là insalubre, de manque d'hygiène. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ne comprennent pas l'importance, ils n'ont pas la définition, ils ne savent même pas ce que c'est l'hygiène. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un environnement insalubre. Tout à fait. Qui représente un danger. Tout à fait. Okay. Voilà, donc c'est le premier paramètre qu'on ne peut pas mettre à l'écart lorsque nous parlons d'hygiène. C'est un problème d'abord de personne, d'éducation. Et donc ça relie automatiquement l'hygiène mentale. Comment la personne conçoit, quel est le psychique de la personne qui produit ces réactions, ce comportement, ces gestes qui sont en deçà du code environnemental. C'est un véritable problème dans notre société, docteur Yapi. L'hygiène, comme je l'ai dit, est souvent mise en mal. L'hygiène est mise en mal, comme elle le disait tout à l'heure, parce qu'il y a un problème d'éducation. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans notre pays, l'Ivoirien n'est pas éduqué aux bonnes pratiques d'hygiène. Dans le temps, ça c'est ce que nos parents nous ont raconté, il y avait l'Institut d'hygiène qui était en avant-gardiste, qui faisait la police à la maison, tout et tout. Et donc peut-être que ça a permis qu'il y ait un certain niveau d'hygiène, mais depuis un bon nombre d'années, on se rend compte que l'Ivoirien, il est laissé aller.
un laisser-aller, que ce soit pour l'hygiène dans les quartiers, les eaux usées qui s'écoulent, les déchets qui sont laissés à même la voie, et même dans nos habitations, les poubelles qui ne sont pas utilisées aussi correctement, tout ça c'est un problème d'hygiène. Donc pour dire que l'Ivoirien aujourd'hui a un problème d'éducation en matière d'hygiène, il faudrait que nous puissions maintenant nous attaquer à cela de façon correcte, afin que les choses partent à la normale. Alors de façon pratique, je voudrais qu'on revienne, Madame Armstrong, sur ces mauvaises pratiques-là, dont Dr Yapi a fait cas tout à l'heure. On voit des femmes qui jettent les eaux usagées dans les caniveaux. C'est pas du tout bien. Mais c'est tout à fait normal pour elles. Et c'est tout à fait normal. Tout dépend de l'habitat, comme a dit le docteur, dans lequel elles se trouvent. Vous rentrez dans certaines maisons qu'on a eu à visiter, il n'y a pas d'endroit pour faire l'évacuation de ces eaux souillées. Et donc si juste devant la porte de la maison, la devanture, il y a une canalisation qui doit servir au drainage d'eau pluviale, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me dis automatiquement, moi, je n'ai pas d'endroit où déverser ces eaux usées. Donc je viens le déverser dans le caniveau. Elles ne se rendent même pas compte que les caniveaux ont été construits pour drainer les eaux pluviales. Bien sûr. Donc c'est tout à fait logique pour elles. Et ça pose un problème. Il n'y a pas que ça. Il y a les égouts qui sont ouverts, à ciel ouvert, et automatiquement je me dis, bon, ma ménagère est là, la petite est là, bon, dès que je finis de faire la cuisine, tu vas verser les eaux usées dans le trou qui se trouve sur la voie. Voilà, sur la voie. C'est ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et quand vous leur dites non, elle dit, mais vous voulez que je verse ça où? C'est pas dans ma douche, je vais verser ça. Et donc c'est vraiment un problème d'infrastructure au niveau des habitats. Et voilà, il y a des habitats qui sont démunis et dépourvus de ces genres d'infrastructures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a déjà un contrôle aussi qui doit se faire. En amont, tous les ministères doivent s'impliquer dans cela pour éviter ce genre de pratiques. D'accord. Voilà. Déjà qu'on a un code de l'hygiène et de l'environnement qui a été adopté par Dr Yapi. Oui, je par pense le Sénat, que ça va, oui. bien sûr, par le Sénat. Oui. Je pense que ça va donc servir à vous, les acteurs. À nous, les acteurs, surtout pour opérationnaliser les actions d'hygiène sur le terrain, puisque nous avançons actuellement dans le cadre de la sensibilisation, que nous avons commencé depuis le 14 décembre. On y reviendra. Okay. On y reviendra. Alors, Madame Armstrong a mis donc le pied dans le plat. Le tableau est assez sombre, Docteur Yapi, et cela n'est pas sans conséquence. Cela n'est pas sans conséquence. Et même pour ajouter à ce qu'elle a dit, il y a un point qu'elle n'a pas soulevé. Il y a des habitats qui n'ont pas de lieu pour déverser les eaux usées, mais il y a des habitats qui font exprès. C'est-à-dire qu'ils font des branchements de l'habitat jusque sur la voie publique pour déverser tout ce qui est eau usée et eau vanne. Donc, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que le citoyen lambda qui veut construire une maison ne regarde pas le plan de construction comme il se doit, construire des fosses septiques pour pouvoir recevoir ces eaux usées, puisqu'on a les fosses septiques des toilettes, il faut aussi des fosses septiques pour tout ce qui est eau vanne, eau de lessive, eau de vaisselle, de telle sorte que ce ne soit pas rejeté au niveau de la rue. Mais cela n'est pas fait. Et on fait un branchement anarchique. On vient déverser donc les eaux usées dans le caniveau qui est devant la maison. Et conséquence donc, ces caniveaux vont se boucher. Bien entendu. Ça va dégager des odeurs. Des eaux usées. Des enfants qui jouent dans la rue vont donc s'attraper des maladies. Pourquoi? Parce qu'ils vont consommer peut-être des galettes qu'ils achètent. Ces galettes qui tombent, les enfants vont les prendre, vont les mettre à la bouche. Et puis donc, ce sont des maladies diarrhéiques qui s'en suivent. Voilà. Et ce sont les parents qui sont maintenant tout affolés de voir leurs enfants qui sont dans ces conditions. Et puis bon, là, ça traumatise toute la famille. Alors, vous avez parlé de maladies diarrhéiques. Oui. Quelles sont les autres maladies qui peuvent, être à l'origine de ce manque d'hygiène? Une maladie qu'on connaît bien, qui est la fièvre typhoïde, découle du manque d'hygiène. On connaît bien le paludisme. Lorsque nous vivons dans un environnement insalubre, il suffit qu'il y ait des eaux qui se développent, qui sont déposées avec des eaux de pluie et autres, des eaux qui sont développées dans cet endroit. L'anorphère va venir s'y développer et donc va chercher donc un organisme pour pouvoir se nourrir. Et l'organisme pour se nourrir, c'est l'homme, bien entendu. De telle sorte que le cycle du paludisme puisse perdurer. Et donc le paludisme est une autre maladie. On a l'hépatite A aussi, qui est une maladie
qui effectivement découle du manque d'hygiène effectivement. D'accord. C'est-à-dire qu'on a toute une pléiade de maladies qui est véritablement évitable. Ça, c'est l'hygiène environnementale. Bien sûr. Nous, si nous prenons l'hygiène corporelle, on a tout ce qui est problème de peau, problème de gale et autres, qui sont aussi une conséquence du manque d'hygiène. Justement. Voilà. Alors, il y a également l'hygiène alimentaire. Oh, là, c'est monnaie courante. On parle des TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Aujourd'hui, vous allez trouver peut-être toute une communauté qui est malade parce que tout simplement, la source d'alimentation à laquelle elles sont parties n'est pas bonne. On voit aujourd'hui des femmes qui vendent dans la rue et ça, la sensibilisation doit vraiment porter. Les aliments ne sont pas couverts. On a les gaz d'échappement des véhicules, on a la poussière et tout le monde vient se nourrir là. Que ce soit de la banane braisée, comme les Ivoiriens aiment bien le prendre, que ce soit des galettes, que ce soit des maïs. Et que ce soit les viandes braisées, et tout ceci qui ne sont pas protégés, qui sont exposés à la poussière, l'Ivoirien vient, il l'achète et il le consomme. Et là, on a tout un cycle de maladies qui se développe à partir de là. On ne comprend pas, mais ce sont ces réalités que nous vivons au quotidien. Et ce sont ces choses-là que nous devons changer. Et c'est ce à quoi l'Institut d'hygiène a décidé de s'attaquer maintenant. D'accord. Alors, je pense qu'on va déjà envisager les solutions. Mais avant de revenir aux solutions, on va voir un peu le regard des citoyens lambda et également des propositions pour avoir, je veux dire, une hygiène, un cadre de vie assez sain. On va suivre ensemble donc cet élément de Ferdinand Kouakou. Vraiment, ces caniveaux exposent les populations à de nombreuses maladies. Puisque les mouches vont s'entasser dans ces caniveaux et puis ça circule, ça va se mettre sur les repas, sur tout. Donc ça fait que ça expose même les populations aux maladies diarrhéiques, les maladies qu'on peut avoir à travers les mouches. Et puis il y a les odeurs que ça dégage aussi, ça constitue aussi un danger pour les populations. C'est quelque chose qui est nuisible à la santé. Ce qu'il y a comme danger déjà, il y a le paludisme qui est là. C'est des trucs qui provoquent déjà la venue des insectes comme les moustiques et autres. Les mouches un peu partout. On mange un peu partout dans les rues, les restaurants. Il y a certains restaurants qui sont exposés. Donc il faut dire que c'est nuisible à la santé. C'est un danger. C'est véritablement un réel danger. Et ces caniveaux-là sont de gros nids de moustiques. Et qui dit moustique parle de paludisme, et il y a la dengue, tout ça. Donc c'est vraiment un grand danger pour les populations. La situation est telle que c'est de sensibiliser. Mettre en place un système de sensibilisation ou de répression en même temps sur ces personnes-là qui construisent de telle sorte que les eaux usées sortent dans les caniveaux qui sont faits peut-être pour l'eau de pluie et autres. Voilà, c'est de sensibiliser et de mettre vraiment une répression là-dessus. Pour ne pas que les propriétaires des maisons ou des gens qui construisent parce qu'il y a un caniveau à proximité, ils se permettent de faire sortir les eaux usées de leurs maisons dans les caniveaux qui sont dans les rues. Il faut sensibiliser aussi les populations, de prendre soin des alentours, de leur habitation, les caniveaux, tout ça, ça fait partie de leur habitation. Et tout ça, les moustiques, c'est eux demain qui seront malades. Je peux dire qu'il faut d'abord que l'État fasse sa part, puisque l'État est quand même coupable des actions, puisque nous devons d'avoir, après chaque concession, non l'un des concessions, des bacs où on jette les ordures. Il faut, même pour ceux qui urinent, on n'en a pas parlé, qui urinent dans la rue, l'État aussi nous doit des latrines publiques. Donc l'État doit faire sa part. Donc si l'État fait sa part, que le citoyen n'arrive pas à se mettre donc au niveau, en ce moment, je fais donc de la répression. Donc je fais la répression dès lors que tout est instauré. Mais la répression, c'est-à-dire, on peut procéder par amende, on peut procéder par créer dans chaque quartier des comités, disons, de vigilance relativement donc à l'hygiène publique et prendre des personnes responsables pour dire des vertus. Je me rappelle quand j'étais encore toute petite à Boaké, il y avait l'Institut d'hygiène qui constituait une police même, qui venait quand par exemple les assiettes sont sales dans les maisons, en fait, dans les cours, ou bien les WC ne sont pas nettoyés, c'est eux-mêmes qui constituaient la police. Ils venaient chauffer les populations même pour que les mamans nettoient les sanitaires, les mamans lavent les assiettes. Moi, je pense que c'est ce qui doit revenir même. Parce que dans le changement de comportement, là, on peut partir en douceur, mais quand on voit que ça ne change pas, là, il faut prendre la force même pour pouvoir amener les gens à changer leur comportement.
Après ce que l'on vient de voir, Madame Armstrong. Ben, je pense que ce qu'il vient de dire est totalement juste. Quand on sait qu'il y a un code d'environnement qui nous dit qu'il y a une interdiction pour les personnes de porter, qui est susceptible de porter de faux actes ou bien encore atteinte à l'hygiène publique, nous sommes conscients tous que ce qui se passe n'est pas normal. Et il y va sans dire que la répression, pour nous, est de mise. Il y a eu assez de sensibilisation. Peut-être avec l'instauration des différents quartiers qui viennent d'être créés dans certaines communes, effectivement, et nous voyons qu'il y a certaines populations qui quittent d'un certain lieu pour converger vers un autre lieu, qui peut-être n'ont pas eu certaines informations. Mais si nous devons rester dans la sensibilisation, je pense qu'on finira jamais. Il faut juste apposer les actes. Sensibilisation, répression. Parce qu'on arrive au stade aujourd'hui où, nous, à notre niveau, nous avons fait ce que nous devons faire. Vous, en tant que société civile, oui. Parce que nous avons une manière de travailler, nous avons un plan de travail qui couvre pratiquement la commune. Et aujourd'hui, les zones qui n'ont pas été atteintes sont des zones qui sont en train d'être construites, qui viennent d'arriver dans la commune. Mais nous voyons que l'Institut d'hygiène, dès qu'il s'est installé dans notre localité, a pris avec lui la responsabilité d'informer la population, le grand public. Et il y avait des leaders qui avaient la charge de relayer l'information au niveau des bonnes conduites sur l'hygiène publique, des bonnes pratiques sur l'hygiène publique. Et cela a été fait. Et certains nous disent carrément, mais vous pensez que ça va changer? Ça ne va pas changer. Vous commencez aujourd'hui, mais vous allez voir demain, ce sera la même chose. Que nous, on est nés dedans, on va rester dedans. Alors quand on a cette mentalité, je pense qu'il faut aller vers la répression. D'accord. Voilà. Alors, avant d'arriver donc à la répression, docteur Yapi, on l'a vu tout à l'heure, les populations sont vraiment conscientes qu'il y a danger. L'hygiène donc constitue un facteur assez important. C'est ça. Des maladies peuvent survenir si notre hygiène, notre cadre de vie n'est pas assaini. C'est ça. Alors, devant la menace, l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire a pris donc le taureau par les cornes en lançant donc une campagne. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la campagne sur la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et au diagnostic environnemental a commencé depuis le 14 décembre. Le lancement a eu lieu dans la commune d'Aniama par Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Toute l'hygiène publique était là-bas et tous les acteurs étaient là, toutes les autorités. Et donc, depuis cette date, l'Institut d'hygiène parcourt toutes les communes d'Abidjan. Actuellement, nous avons fini 2 communes essentiellement, la commune du Treichville et la commune du Plateau. Nous avons les statistiques, les chiffres qui sont assez parlants pour la commune de Treichville. Nous avons donc le rapport que nous allons remettre à qui de droit au moment venu. Et puis, nous progressons petit à petit dans les autres communes, Yopougon, Abobo, Agnaman, toutes les autres communes sont véritablement concernées par ce lancement, par ce diagnostic environnemental et la sensibilisation. D'accord, donc là vous êtes présentement donc à la phase du diagnostic. Du diagnostic et de la sensibilisation. La sensibilisation. Diagnostic et sensibilisation. Nous regardons, nous prenons des rues au hasard dans un quartier, nous parcourons la rue et nous constatons ce qu'il y a dans la rue. Ça c'est le diagnostic. Ça c'est le diagnostic. D'accord. On n'interpelle personne. Ça, c'est nos statistiques à nous. Nous regardons tout ce qui est déchets, les poubelles qui sont dans la rue qui ne sont pas bien utilisées, nous les regardons, les eaux usées qui s'écoulent dans la rue, les canalisations bouchées par les saletés, par les sachets. Tout ceci, nous prenons des images, nous faisons des géoréférencements pour faire la cartographie de tout ça. Ça, c'est le volet diagnostic. Et à côté de cela, maintenant, nous faisons le volet sensibilisation. Le volet sensibilisation, en rentrant dans les ménages, en parlant aux personnes pour savoir pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger, on les sensibilise, on les interpelle à cela. Et nous utilisons aussi les canaux, nous vous remercions déjà pour le canal que nous offrez, que ce soit la sensibilisation média, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la sensibilisation hors média que nous lançons au travers de nos équipes, tout ceci pour que l'Ivoirien soit informé qu'il y a une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène sur le terrain. D'accord. Voilà. Voici un peu comment se passe cette activité. Et après cette étape importante de diagnostic et de sensibilisation? Alors, comme Madame le souhaite, après cette étape importante, les décrets d'application du Code de l'hygiène et de la salubrité sont en train d'être prêts. Nous sommes dans la marche. Des arrêtés vont être prêts et nous allons opérationnaliser cette loi, c'est-à-dire que nous allons passer à la phase de répression. On va y arriver? On va y arriver. On va y arriver sûrement. Les 2 ministères en charge
de ce dossier, le ministère en charge de la salubrité, l'assainissement, le ministère de l'hygiène, de la santé et de l'hygiène publique. Ces deux ministères travaillent de façon vraiment conjointe pour que nous puissions avoir des décrets, des arrêtés qui seront véritablement à la portée de tous, qui seront explicites pour toute la population, pour que nous puissions travailler et faire la répression comme il se doit. Et je crois que l'Ivoirien en a besoin, vu ce que nous voyons sur le terrain. La répression va consister à quoi? Les amendes, dans un premier temps, de la prison, va peu s'en suivre. Donc on a entendu un peu les propositions qu'on a entendues, oui, sont des propositions pertinentes. Sont des propositions pertinentes qui ont été faites et nous y réfléchissons. Comment est-ce que ça va se passer? Il y a une brigade de salubrité qui est déjà en place au niveau du ministère de l'assainissement. Au niveau de l'Institut d'hygiène au travail du ministère de la Santé, nous allons voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour renforcer cette équipe et puis les actions sur le terrain vont commencer. Donc nous donnons toute cette année, 2000 sont déjà au mois de mars, jusqu'en fin 2024, on va dire, toutes les choses seront planifiées, bien peaufinées. Et là, nous allons descendre sur le terrain avec toutes nos équipes. Cette fois-ci, non pas pour sensibiliser, mais pour réprimander. D'accord. Mais en attendant, la sensibilisation et le diagnostic se poursuivent. Se poursuivent. Donc que la population ne s'inquiète pas, on va arriver à cette phase pour que... Parce que le problème aujourd'hui, dans l'élément que nous avons écouté, le téléspectateur parlait des latrines. Il existe même des latrines publiques, par les particuliers. Mais figurez-vous que ces latrines publiques sont mal utilisées. Vous entrez dans cette latrine, normalement lorsque vous entrez dans une latrine, il y a des indicateurs d'hygiène. On ne doit pas avoir de mouches, on ne doit pas sentir d'odeur, on ne doit pas avoir des selles ou des fesses sur les abords de la latrine, mais malheureusement c'est ce qui est fait. Et dans notre constat, dans notre diagnostic environnemental, c'est ce que nous faisons. Nous rentrons maintenant dans les latrines pour voir si effectivement c'est la latrine. Vous parlez de quel genre de latrines? Les latrines publiques? Je parle de latrines publiques, pas les latrines à la maison, nous parlons des latrines publiques. Comment est-ce que ces latrines publiques sont tenues? Et là aussi, nous allons interpeller la population là-dessus. Parce qu'une latrine publique, elle n'est pas faite pour donner la maladie à la population, elle est faite pour donner la santé à la population lorsque le citoyen va se soulager. Et donc, ce sont des choses que nous avons relevées et nous allons au moment venu interpeller toute la population. Et comme la dame l'a dit, est-ce que vous allez rentrer également dans les concessions? Effectivement, nous allons reprendre, puisque en fait, c'est nostalgique en fait. Les bonnes choses, comme on le dit, ne durent pas, mais il faut revenir à ces bonnes choses. À ces fondamentaux. Il faut revenir à ces fondamentaux. On va rentrer dans les ménages et ceci au travers des mairies qui nous accompagnent dans notre activité. Nous allons organiser tout ce travail sur le terrain, de telle sorte qu'on sache que toute la Côte d'Ivoire est en mouvement en matière d'hygiène et de salubrité. D'accord. Alors, c'est tellement important. Madame Armstrong, alors j'allais vous demander un peu quels sont les conseils, vous en tant que société civile, vous êtes prête donc à donner à nos populations qui nous suivent, pour éviter que l'hygiène autour de nous, que notre environnement nous rende malade. Je serai à vous tout à l'heure, mais je voulais demander à Dr Yapi assez rapidement, on a vu donc le cas de la Côte d'Ivoire, à travers donc ce diagnostic que même vous êtes en train de réaliser à travers cette campagne, mais quelle est, je veux dire, la position de la Côte d'Ivoire par rapport au pays de la sous-région ouest-africaine? Faut dire que la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire nous sommes en tête, mais c'est que nous occupons une position un peu en deçà en matière de salubrité. Les pays environnementaux tels que le Ghana, les pays voisins sont vraiment en matière d'hygiène et de salubrité beaucoup plus en avance que nous. Et donc il faut rattraper ces pays-là. Vu le développement que connaît notre pays, nous devons tout faire pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Puisque lorsque nous faisons le plateau, nous faisons le point et que nous rendons compte que pour les questions d'hygiène et d'assainissement, la Côte d'Ivoire est encore à reculons, cela n'est pas reluisant pour notre pays vu l'élan de développement que nous avons. Vivement donc que votre campagne aboutisse, Madame Armstrong. Donc comme je le disais, il est bon, le problème est là. Alors, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer, un appel à lancer à nos populations pour que déjà chacun prenne les dispositions pour éviter que le manque d'hygiène puisse donc occasionner des maladies? Tout à fait. Toutes les cibles sont concernées par cette affaire et par cette question, cette problématique concernant l'hygiène. Nous lançons un appel particulièrement aux ménagères. Qu'elles arrêtent de verser, par exemple... aux femmes. Qu'elles acceptent les bonnes pratiques d'hygiène, qui sont de trouver un endroit à la maison. Ça peut se créer, même si la maison a été déjà construite, l'habitat a été déjà fait. On peut toujours faire des modifications pour éviter justement de participer à la situation de maladie qu'on offre à la population par des mauvais gestes. Tout simplement,
faire un petit regard à la maison de recueil qui permettra à ces eaux usées, après avoir lavé peut-être les aliments, lavé le linge, de les déverser dedans tranquillement. Un conseil qu'on pourrait donner aussi, de prendre l'habitude de pouvoir savoir que lorsque vous êtes dehors, vous n'êtes pas dehors parce que vous avez envie d'être dehors, vous allez pour des occupations. Et il faut préserver la vie des autres. D'accord. C'est tout à fait normal. En ayant ces bonnes pratiques, éviter de verser de l'eau souillée, éviter de créer des dépôts sauvages d'ordures, parce que c'est récurrent à chaque 1 mètre, éviter de jeter des sachets après l'utilisation peut-être d'un repas, d'un aliment, des bouteilles usagées, des bouteilles utilisées après avoir bu de la boisson, quelle que soit la boisson, éviter de déverser tous ces emballages en dehors de chez soi. On peut encore, nous avons un système, on les met dans notre sac à main. Et quand on arrive à la maison, on les déverse tranquillement. Dans la poubelle. Dans la poubelle. D'accord. Voilà. Il faudrait que la majorité de la population, parce que comme a dit le docteur, le problème de sa sensibilisation, il faut que la majorité de la population soit impliquée dedans. C'est vrai qu'ils écoutent. C'est réel qu'ils savent qu'il y a une campagne de sensibilisation. Mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter? C'est là le problème. La majorité se disent, bon, de toute façon, il y a des partenaires, il y a des organisations qui sont là pour ça. Donc si on le fait, c'est à eux de le faire. Et si on ne le fait pas, comment eux, ils seront payés? Bien sûr. Voilà un peu le raisonnement qu'on se donne. Donc je pense qu'il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Voilà. Alors, docteur Yapi, assez rapidement, quel conseil, donc, comme Mme Armstrong vient donc de le faire? À tout ce que Mme Armstrong a dit, je vais ajouter le fait aussi de ne plus déféquer dans la rue. Parce que c'est un constat qui est alarmant. Dans nos rues, dans nos quartiers. Uriner, voilà. J'allais arriver à ce point. Déféquer dans la rue et arrêter d'uriner. Mais c'est un peu choquant de voir un jeune homme, un Ivoirien, au bord de la rue, ne pas se gêner et se mettre à l'aise. On ne comprend pas ces choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre société en matière d'hygiène? Voilà. L'Ivoirien, il est dans un wara-wara, comme on le dit, dans nos taxis communaux. Il finit de manger sa peau de banane, il a son sachet, il jette par la fenêtre. Ça n'interpelle personne. Et lorsque tu commences à essayer de lui faire des reproches, mais il va te dire des choses qui ne tiennent pas. Et tout ça, vous allez sévir. Donc, toutes ces choses-là, il faut les corriger. Effectivement. Il faut les corriger. Effectivement. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations utiles. Et vivement donc que cette campagne aboutisse. Nous observons, nous suivons. Oui, nous allons entamer l'intérieur du pays. Bien sûr. Voilà, l'intérieur du pays va commencer bientôt avec cette campagne. Alors, docteur Yapi Elele Mebarus, je rappelle que vous êtes chercheur, spécialiste en environnement, santé et développement au service d'hygiène générale de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. On dit merci donc à vos responsables, notamment professeur Eka Daniel, votre directeur général, et au travers donc de l'Institut, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Madame Armstrong. Hélène Françoise, vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Le Bien de la Ville. Merci encore d'avoir été là, merci pour toutes ces informations et ces conseils. Et on espère que la population en tiendra compte. Nous arrivons à la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Kora, Michel Yao et Arnold Dosso. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.